Nous allons donc commencer cette première table ronde avec Florence Belmont, que vous avez pu entendre hier dans la conférence introductive. Florence Belmont, qui est professeure de civilisation de l'Espagne contemporaine à l'Université de Montpellier, avec Dominique Blanc, qui a très largement participé à l'organisation de ce banquet. Et Dominique Blanc, en plus, est anthropologue au centre de Toulouse de l'École des hautes études en sciences sociales. Il travaille beaucoup sur les mises en scène et les mises en récit de la mémoire de la guerre civile. On est en plein dans notre thème. Il est aussi traducteur. Il a traduit des livres importants de littérature espagnole chez Verdier, Felipe Hernandez et surtout Miguel Delibes, L'Hérétique, qui était le dernier roman de Delibes, qui est El Hereje, qui est un magnifique livre. Et enfin, Georges Tiras, qui est que vous avez vu hier comme traducteur d'Alphonse Cervera. Ça pourrait suffire parce que je profite qu'il ne soit pas là pour le dire. Ces traductions sont vraiment magnifiques et rendent entièrement justice à la langue de Cervera. Te fijas, Alphonse, por favor. Apunta. Et non, je le dis parce que c'est très très sincère évidemment. Mais il est aussi professeur. Il est aussi professeur de langue et de littérature espagnole contemporaine. Comme on dit en espagnol, todos tenemos defecto. À l'université Stendhal de Grenoble, comme vous le savez déjà si vous avez lu Esas Vidas, le roman de Cervera. On va avec vous trois, on va continuer à cheminer sur ce thème de la mémoire historique dans la littérature espagnole. Et je vais commencer par poser la première question à Georges Tiras, justement, on a beaucoup parlé hier du contexte, des mécaniques comme ça de la mémoire historique. Est-ce qu'on pourrait peut-être d'abord revenir sur les deux termes, mémoire et histoire, et ensuite voir peut-être le paysage littéraire qui a accompagné tout ce mouvement de mémoire, puisque c'est l'objet de ce banquet. Il y a eu une traduction dans la production littéraire en Espagne. Oui, volontiers. On va essayer de faire ça. Je ne sais pas si on va y arriver. Mais d'abord, mes remerciements sincères et chaleureux à chacun de vous, Jean-Michel, Dominique et d'autres personnes de l'organisation pour cette invitation et le plaisir que j'ai à me retrouver là avec mon ami Alphonse, que je vais taquiner un petit peu ce matin, je pense. Et puis voilà, merci à vous tous d'être présents ce matin. Avec votre permission, je vais un petit peu rebondir sur la conférence de Florence d'hier, qui a dressé un cadre magnifiquement brossé de l'ensemble de la période historique qui nous intéresse. C'est pour plaire à mon ami Alphonse, je vais citer José Manuel Caballero Bonal, qui est probablement l'un des écrivains les plus talentueux en exercice actuellement en Espagne, qui a dit des choses très très fortes sur la transition, la loi d'amnistie, la non-prescription des crimes et donc la nécessité peut-être de poser à quelque chose qui serait une histoire officielle. Ce serait la récupération du terme histoire. On peut y accoler cet adjectif. L'histoire est peut-être une histoire officielle à laquelle on peut opposer peut-être une nécessité de la mémoire. Et donc Caballero Bonal, dans un entretien très très récent, puisqu'il date d'avril de cette année, disait des choses que je vais citer, sans vraiment les commenter, parce qu'elles se suffisent à elles-mêmes. La transición fue un apaño, una compostura de urgencia. La derecha cedió algo para no perder nada, y la izquierda aceptó algo para no perderlo todo, lo que se llama una soldadura de ocasión. No había un proyecto de futuro solvente, y las cosas salieron bien por casualidad. Est-ce qu'il est besoin que je traduise ou... Ah, ça j'avais pas prévu. Alors, la transition a été une
un bricolage, une attitude d'urgence. La droite a cédé quelque chose pour ne rien perdre et la gauche a accepté quelque chose pour ne pas tout perdre. Ce que l'on peut appeler une soudure d'occasion. Il n'y avait pas un projet d'avenir solide, et si les choses se sont bien finies, c'est tout à fait par hasard. La ley de amnistía prohibió juzgar los crímenes del franquismo y ahí empezó el ciclo de la impunidad. Tuvimos una larga cola de franquistas que amañaron sus biografías. Resultó que todos eran demócratas. Siguieron en el poder más o menos los de siempre. El caso de Fraga es paradigmático. Navegó por toda la democracia después de ser un cómplice del verdugo. La falta de un tribunal, Garzón, la falta de un tribunal que juzgara esos crímenes permitió que el franquismo permaneciera latente. Donc la loi d'amnistie a interdit de juger les crimes du franquisme, et c'est ainsi qu'a commencé un cycle qui est un cycle d'impunité. On a eu une longue queue, une longue file de franquistes qui ont bricolé leur biographie, et au résultat, ils étaient tous démocrates. Ce sont les mêmes que ceux de toujours qui sont restés au pouvoir. Le cas de Fraga Iribarne est tout à fait exemplaire. Il a navigué dans toute la démocratie après avoir été un complice du bourreau. Le manque d'un tribunal qui puisse juger ces crimes a permis que le franquisme reste latent. Voilà, je crois que... Bon, il y a d'autres citations, mais j'en reste là. Je pense que ces fortes paroles de Caballero Bonal, qui est par ailleurs effectivement un écrivain de la mémoire tout à fait admirable, comme poète et comme auteur de mémoire, je crois que ces fortes paroles permettent de poser peut-être la nécessité, ressentie vraiment comme telle, nécessité historique, mais nécessité aussi éthique, nécessité finalement littéraire, d'opposer quelque chose que l'on va appeler la mémoire à ce qui est une histoire officielle. Sur la question des deux termes, comme tu le suggérais, Jean-Michel, il y a un troisième terme, en fait, dans nos préoccupations, qui est le terme de roman. Et roman et histoire, roman et mémoire. Il y a des affinités très très profondes entre les catégories romanesques et les catégories historiques depuis toujours. L'histoire et le roman sont nés pratiquement conjointement, si on remonte à la période classique, dans le cadre des belles lettres, puis lorsque le concept a été inventé dans le cadre de la littérature. Et il y a toujours eu une tension de la part de l'histoire à aller du côté des sciences, hein, du côté des procédures de vérification, du côté de la réalité, de la vérité constatée, etc. Et de la sorte à essayer de s'opposer à ce qu'est le roman, qui lui, s'il a des besoins de vraisemblance, n'a pas d'absolu besoin de vérité. Cela dit, le rapport entre roman et histoire est un rapport absolument permanent. Il y a un entrecroisement absolument systématique des deux catégories, au point qu'un auteur que tu connais, je pense bien, mais dont le nom m'échappe absolument, mais tu vas voir de qui je veux parler, parle dans l'écriture romanesque de historicisation de la fiction et fictionnalisation de l'histoire. Si quelqu'un peut m'aider à retrouver le nom de l'auteur, je n'en serais reconnaissant. C'est Temps et Récit. Ricoeur, merci. Voilà, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, effectivement, montre qu'il y a systématiquement dans la production romanesque un entrecroisement roman-histoire, roman-fiction, fiction-histoire. Et tout ça m'amène, donc je vais me permettre de faire une seconde citation, puis après je laisserai la parole, pour essayer de comprendre comment l'écriture mémorielle va se glisser dans ce rapport intime entre l'histoire et le roman, m'amène à vous lire, encore une citation, encore une très belle page d'un texte que j'ai ici, qui est un essai de Ivan Jablonka.
Yvan Jablonka est connu pour avoir écrit quelque chose d'assez impressionnant qui s'appelle « Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus », qui est une enquête à la fois historique mais aussi fictionnelle sur la disparition de ses grands-parents dans un camp d'extermination nazi. Et après avoir publié ce texte, il a souhaité théoriser un petit peu, réfléchir un petit peu aux données à la fois historiques, mémorielles, narratives. Il y a un mot qu'il faudrait peut-être utiliser aussi, c'est le mot de récit, hein, comme dans le titre de Ricoeur, temps et récit. Et il a écrit cette chose qui s'appelle, je trouve le titre tout à fait adéquat à nos réflexions, « L'histoire est une littérature contemporaine ». Hein, voilà. L'histoire est une littérature contemporaine, au Seuil, à la librairie du XXIe siècle. Et j'ai retenu une page qui me semble nous conduire à une, me semble-t-il, une bonne compréhension de ce que la mémoire vient faire dans tout ça. Je lis donc. Le raisonnement historique est au cœur de l'histoire. Cette affirmation, qui pourrait sembler un truisme, a une portée considérable. Elle conduit à relativiser l'objet même que se donne l'étude. La valeur de l'histoire ne réside pas dans telle période, tel personnage, tel phénomène, tel résultat, mais dans la qualité des questions qu'un chercheur pose et se pose. En tant qu'elle est un raisonnement, l'histoire met en œuvre des opérations universelles. Chercher, comprendre, expliquer, démontrer. Elle appartient à tous, et tout humain y est apte. La Grèce archaïque pensait que la vérité était le privilège de certaines figures, poètes, devins, rois, maîtres de vérité. Au XIXe siècle, l'université a prétendu s'arroger le monopole du savoir. Cette fermeture oligarchique fait naître une histoire où les techniques prennent le pas sur les problèmes. En 1931, Karl Becker défendra au contraire l'idée que tout homme peut être son propre historien, en fouillant dans ses papiers, en vérifiant quelque chose, en expliquant un incident. J'avoue que j'ouvre une petite parenthèse qu'en lisant la phrase « en fouillant dans ses papiers », j'ai à nouveau pensé à Alphonse, je pense toujours beaucoup à lui, et à la façon dont il a découvert, tout à fait par hasard, en fouillant dans une armoire de la maison de ses parents, de la maison familiale, dont il a découvert un papier qui indiquait que son père avait été condamné par les franquistes à 12 ans de prison, et il ne le savait pas, et il ne savait pas pourquoi. Et à partir de la découverte de ce papier, il a dû se comporter lui-même en historien. Tout homme peut être son propre historien. L'histoire tient donc du raisonnement naturel. L'homme peut l'appliquer à sa propre vie, à la vie de ses proches, à celle de ses disparus, ou, ce qui revient au même, à celle des êtres qu'il n'a pas connus, parce qu'ils sont déjà morts, ou qu'ils vivent hors de son voisinage immédiat. Un écrivain, un journaliste, un détective, un juge, un conservateur de musée, un commissaire d'exposition, un documentariste, un citoyen, un petit-fils, s'ils acceptent de mettre en œuvre un raisonnement, participent à la démocratie historienne. Nous verrons plus loin les modes de pensée qu'ils recouvrent. Pour le moment, notons que le raisonnement, antidote au scepticisme généralisé, est l'activité par quoi l'histoire se définit. C'est sa présence qui seule a le pouvoir de rendre historique la chronique, le tableau exact et fidèle, le témoignage et même le roman. Voilà, fin de citation. Je crois que j'en ai peut-être assez dit pour une première intervention. Mais, on va revenir. Éventuellement, je reviendrai sur les phases de gestation littéraire. Voilà, c'est ce que j'allais te proposer, mais tout homme peut être son propre historien, démocratie historienne, ça fait peut-être furieusement penser aux travaux de Dominique Blanc sur la Terra Alta, ça c'est donc un exemple précis de la façon dont cette mémoire s'organise et surgit dans un endroit très précis. C'est l'objet d'un travail que tu mènes depuis des années, donc tu vas peut-être nous en parler. Oui, moi, pardon. Oui, mon travail ne porte pas sur la littérature, mais laisse un grand espace à la fiction, parce que la question du récit, y compris sur l'histoire, et le récit mémoriel est extrêmement importante. Alors, rapidement, je vais dire sur quoi je travaille, qui
peut concerner la littérature, mais qui n'est pas sur un objet littéraire. La Terra Alta, c'est la zone de Catalogne au-dessus du delta de l'Èbre, où a eu lieu la bataille de l'Èbre, justement, la dernière grande bataille de la guerre civile, avant que la Catalogne ne soit envahie et que les républicains se replient sur Barcelone et ensuite vers la frontière pour partir en exil en France. Il y a eu 40 000 morts sur un territoire qui est grand comme la moitié du canton de la Grasse. Et entre 1938 et, on va dire, 2005, il n'y a pas une pierre, un bout de bois de 10 cm ou de 50 cm qui porte quelque part un nom de soldat républicain ou un hommage aux soldats républicains. Bien sûr, dans tous les villages, jusqu'à une période très récente, et pour certains jusqu'à aujourd'hui, il y a des monuments aux morts, mais qui sont aux morts, des monuments aux morts franquistes, bien sûr. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a encore dans beaucoup de villages, etc. Et tout ça a changé dans les 2000, et très rapidement, je vais dire comment et pourquoi et quel est le rapport avec l'histoire et la mémoire. C'est que dans les années 2000, le gouvernement catalan de l'époque, la Generalitat, a mis en place une commission pour réexaminer ces questions d'oubli, de l'histoire, de la mémoire. Et cette institution s'est appelée, et s'appelle toujours, le Mémorial démocratique. Et l'idée, c'était se rappeler, faire reconnaître la suite des luttes démocratiques, y compris pendant le franquisme, c'est-à-dire au couvrant la période de 1936, de 1934, de la République, jusqu'aux années 80, au rétablissement de la démocratie. Donc l'idée, c'est le gouvernement catalan met en place une institution qui va favoriser l'histoire et favoriser la mémoire sur cette période et sur les oppositions à la chape de plomb qu'avait posé le franquisme sur la société. Et dans cette volonté, il y avait bien sûr une petite partie qui concernait la guerre civile et ce qui s'était passé pendant la guerre, et cette idée qu'il fallait équilibrer l'hommage rendu aux morts des deux camps, qui en fait n'était que l'hommage rendu à un seul camp. Et pendant plusieurs années, quasiment jusqu'à aujourd'hui, c'est la question de la guerre civile et de la commémoration de la guerre civile qui a pris la plus grande place dans cette volonté. Alors pas partout, mais en particulier dans la zone que j'étudie, elle a pris toute la place. C'est-à-dire, ce qui est devenu central, c'est la commémoration de la bataille de l'Èbre. L'idée, ça a été de mettre des musées de la guerre dans 5 villages sur les lieux de la bataille. Et avec je connais les gens qui ont été à l'origine de cette volonté de récupération de la mémoire historique dans ce cadre gouvernemental. Ce sont des gens qui avaient vraiment la volonté de voir la continuité de la lutte contre le franquisme et pas de tomber dans la commémoration d'une guerre comme une autre. Se rappeler que c'était une guerre civile et surtout se rappeler qu'elle avait été suivie par une répression terrible et par l'interdiction de la parole pendant des dizaines d'années. Mais quand cette volonté est descendue au niveau local, il s'est créé un consortium avec les conseils municipaux, avec ce qu'on appellerait aujourd'hui les conseils départementaux, etc. Et quand ces musées se sont mis en place, on a découvert, quand je dis on, les gens qui avaient trouvé ça très intéressant, on a découvert avec étonnement que la représentation de la guerre qui était donnée dans ces musées, c'était une représentation que j'appellerais, pour faire très vite, et je n'ai pas le temps de développer, sur le modèle de la guerre de 14. C'est-à-dire, il y a 2 bandos, il y a 2 armées qui s'affrontent, et donc il faut représenter les 2 bandos, les 2 armées, etc. Bon, alors la guerre est une guerre, hein. Il y a eu des violences dans la guerre, etc. C'est quelque chose, bien sûr, qui touche tout le monde. Mais l'idée, là où les choses se sont gâtées, je vais dire, c'est qu'il y a l'un de ces musées, il y en a un qui s'appelle la vie dans les tranchées. Bon, effectivement, tout le monde a souffert dans les tranchées, il y a des lettres de soldats des tranchées, etc. Un autre s'appelle Hospital de Sang, c'est-à-dire les hôpitaux de campagne où les soldats étaient ramenés, etc. Bon, avec les 2 camps, tous les blessés souffraient autant, qu'ils soient républicains ou qu'ils soient franquistes. Mais là où les choses se gâtent, c'est que le dernier musée qui a été créé
en 2010, s'appelle, tout est en catalan, hein, Els Internacionals a l'Ebre. Alors moi, je me suis dit, Els Internacionals a l'Ebre, c'est un hommage aux brigades internationales. Et là, on ouvre la porte du musée, on rentre. D'un côté, on a le drapeau nazi, le drapeau franquiste, et de l'autre côté, on a le drapeau soviétique, le drapeau mexicain, puisque les Mexicains sont les seuls qui ont vraiment aidé officiellement les républicains, et le drapeau républicain. Et donc, on traverse une salle de musée où les choses sont, sur le plan historique, les documents sont corrects, bien expliqués, etc., mais où à chaque fois, on met face à face, mais d'une certaine manière équivalente, entre les deux camps. Et le discours qui est donné pour justifier ça, c'est qu'en fait, la guerre civile espagnole, c'était la préparation de la Seconde Guerre mondiale, que c'est une guerre comme une autre. D'une certaine manière, c'est pas dit comme ça, mais on n'a pas eu notre guerre de 14, mais on l'a eu quand même. Et donc, comme toute l'Europe, on a connu une guerre terrible. Et finalement, on était tous victimes. Donc on est passé d'un discours qui était la remise en cause, l'approche critique de ce qu'avait été cette période terrible entre 1936 et 1980, on est passé à un discours sur la guerre. Et là, la guerre, le retour sur la guerre civile, qui aurait pu être, bon, une fois pour toutes, on va régler les comptes, alors bien sûr sans vengeance, etc., mais dire vraiment qui est à l'origine de la guerre, pourquoi, etc. C'est tout le contraire qui, sur le terrain, est mis en place, c'est-à-dire un discours sur la guerre, un discours victimaire, etc. Et ça, bon, ça c'est le panorama officiel. Je vais terminer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire les gens qui sont là, qui ont vécu là, ils ont une réaction par rapport à ça. Alors la première réaction, souvent c'est une réaction de rejet. Mais en même temps, on a vu, alors je passe sur tout ce qui se fait localement, c'est-à-dire les gens depuis longtemps, leur petit musée personnel dans les villages où ils ont recueilli des choses, musée plutôt républicain ou musée plutôt consensuel, mais avec des souvenirs de tous les gens autour concernant la guerre, qui font des points d'accroche pour la mémoire étouffée qui a continué à circuler en dessous du silence général dans tous les villages du lieu. Mais l'autre phénomène très intéressant, c'est que beaucoup de gens qui en Espagne avaient des disparus sur les lieux de la bataille de l'Èbre se sont mis à venir dans ces lieux-là, non pas pour célébrer ou reconnaître la manière dont les choses étaient présentées, mais pour apporter leurs propres revendications. C'est-à-dire, dans certains de ces musées, on a eu lieu régulièrement des colloques, par exemple, où je suis allé sur des questions historiques, des colloques toujours intégralement en catalan, et des gens venaient d'autres parties de l'Espagne qui comprenaient plus ou moins le catalan, mais qui étaient là. Et ce qui était extrêmement émouvant et extrêmement intéressant, c'est que la moitié du public, c'était des gens âgés ou des familles entières qui venaient avec una carpeta sous le bras, avec la photo de leurs disparus, avec des documents, la dernière lettre, etc. Et ils venaient d'une certaine manière parasiter le colloque, qui était très bien en général, hein. Je ne critique pas ce qui se faisait dans le colloque, mais bon, qui n'avait rien à voir avec le contenu du musée, ou qui parasitait l'inauguration de telle exposition, et à chaque fois on voyait arriver des dizaines de gens avec leurs photos, les documents sur leurs disparus, et quand la séance comme aujourd'hui était terminée, les gens s'approchent de la table et disent aux professeurs d'université, tout ça qui ont bien parlé comme on dit et tout, viennent leur présenter la photo, le document et la larme à l'œil, ils leur disent est-ce que vous pourriez faire quelque chose. Voilà, c'est ça qui m'a intéressé aussi, c'est comment il y a une mémoire officielle bien intentionnée au départ qui finit par aboutir à une mémoire de la guerre qui neutralise d'une certaine manière le discours qui devrait porter sur l'ensemble de la période, et comment se greffent autour de ça des attentes, des revendications toujours... Tu peux peut-être raconter l'inauguration du monument, là, parce que ça c'est très impressionnant. Voilà, alors il y a... rapidement, bien sûr, vous imaginez 40 000 morts, bien sûr, tous les cadavres des soldats nationalistes ont été dûment enterrés, honorés, etc., ce qui est normal, mais par contre,
pour les cadavres des soldats républicains. Soit les gens étaient des villages autour, dont ils ont eu le droit d'être récupérés par les familles et enterrés devant le mur du cimetière, soit personne ne les connaissait puisqu'ils venaient de toute l'Espagne. Alors il y a plusieurs cas de figure. Ils ont été enterrés par des soldats du camp adverse qui ont eu pitié de la manière dont ces corps étaient traités, mais le plus souvent ils ont été jetés carrément sous les arbres, dans la forêt, sur la terre, etc. Ce qui fait que, bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, un agriculteur qui passe sa charrue, il est à peu près impossible qu'il ne fasse pas ressurgir quelques ossements humains encore aujourd'hui. Dans cette question, alors, ce que faisaient les gens quand ils trouvaient des ossements, aujourd'hui, bien sûr, tout le monde dit je les honorais, je les mettais dans la... Bon, en fait, en général, ils les jetaient dans un endroit au fond du champ parce que, voilà, ils prenaient pas forcément en charge ça. Là aussi, la question du discours a posteriori sur comment les choses se sont passées. L'important, c'est que dans ce programme-là, du mémorial démocratique, ils se sont aperçus que c'était une question très, très importante et qu'on ne pouvait pas laisser comme ça les ossements sur la terre et tout. Et donc ils ont créé un ossuaire. Ils ont créé un ossuaire dans un endroit précis et sur cet ossuaire, comme dans les musées, ils ont mis des panneaux avec un soldat républicain, fictif bien sûr, mais représentant l'armée républicaine, un soldat franquiste, des panneaux sur le déroulement de la bataille, de la guerre, etc. Et voilà. Mais les gens, c'est pas ça qu'ils voulaient. Il y avait des ossements anonymes dans un ossuaire. Ce qu'ils voulaient, c'est un monument. Ce qui manquait, cette plaque, ce monument aux morts auquel ils pourraient s'accrocher pour avoir un endroit où dire, voilà, je sais pas si tu es là, mais je sais que tu es quelque part par là et je peux te rendre hommage. Et donc, quand la Generalitat a voulu inaugurer le monument, il y a eu l'inauguration, et puis juste après, ils se sont aperçus que l'histoire des plaques et tout ça, ça pouvait pas durer, parce qu'ils ont reçu des milliers de lettres de gens qui disaient, recherchez, ils donnaient les noms, mon grand-père, mon père, mon oncle a disparu dans la bataille de l'Èbre. Essayez de voir, puisque vous avez les registres des armées, etc., si vous pouvez savoir s'il est mort là, etc. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remplacé les panneaux, ils ont dit on va remplacer les panneaux par des plaques de cuivre où seront inscrits les noms des soldats disparus pour que les gens puissent venir. Le seul fait de dire ça, bien sûr, des milliers de lettres ont continué à arriver. Ils ont même décidé qu'ils n'allaient plus rechercher, parce que c'était très difficile, très exactement, si les soldats nommés pouvaient effectivement se trouver là. Il suffit que les familles donnent quelques preuves qu'ils étaient au moment où ils sont morts dans cette zone-là pour que leurs noms soient inscrits sur les plaques. Bon, tout ça pour dire qu'en octobre 2005, ils ont décidé, voilà, il y a la salle des fêtes d'un village, grande à peu près comme ici, on va faire une petite séance où on va inviter la presse et on va inaugurer ce mémorial. Donc c'est passé dans la presse et tout ça, ils s'attendaient à avoir 150, 200 personnes, ce serait dans les journaux, voilà. 5000 personnes sont venues de toute l'Espagne pour participer à l'inauguration de ce mémorial. Ce sont eux qui ont fait de cet endroit officiel, un peu difficilement imposé au village du coin, ce sont eux, en venant toujours avec leurs carpettes, à leurs souvenirs. Et là, c'était extrêmement émouvant. Vous aviez des gens en fauteuil roulant qui venaient pour la dernière fois mettre le doigt sur le nom de leur disparu au seul endroit où il était inscrit quelque part. Et donc la cérémonie qui devait avoir lieu dans une petite salle, a bien eu lieu dans la petite salle, mais il a fallu mettre des écrans à l'extérieur, il y avait des milliers de personnes tout autour, dehors, et elle a été répétée 2 fois. Ça, j'ai jamais vu ça. Le matin à 10h, il y a eu la cérémonie officielle, le discours des représentants du gouvernement, le discours des associations, des maires des villages, un concert, une musique de chambre sur une musique de Lluís Llach, Campana de sa mort, que vous connaissez sans doute. Et donc, voilà, la cérémonie a été finie, tout s'est arrêté, tout le monde est sorti, et puis on a recommencé, on a refait une 2e fois la cérémonie, parce qu'il y avait vraiment trop de monde, et puis les gens rouspétaient dehors, ils disent vous nous invitez à venir à ça, et puis il n'y a même pas la place. Donc vous voyez, ça vous donne une idée de ce phénomène, voilà. Et ensuite, tout le monde est allé à ce fameux mémorial,
Et là, je dois dire que c'était extrêmement émouvant, comme je vous l'ai dit, les familles entières qui ont défilé toute la journée. Et la seule chose qu'ils faisaient est toute simple. Ils avaient une fleur, une photo, ils cherchaient le nom. Le plus âgé mettait le doigt sur le nom et souvent les enfants prenaient la photo avec le doigt de l'oncle, du père sur le nom. Voilà, moi c'est ce phénomène-là qui m'intéresse. Comment se mettre en place des institutions officielles et comment cette mémoire qui a été empêchée, qui a été ressurgie par la bande, comme ça, et je pourrais le dire sur d'autres exemples, je ne le dirai pas, mais je le dis en une phrase, la reconstitution des batailles, qui a pris la même forme. Au départ, c'était un hommage aux brigades internationales, les gens s'habillaient en soldats républicains, petit à petit, il y a aussi des gens qui se s'habillaient en soldats franquistes, ils ont fait une représentation de la bataille, de la guerre avec les deux camps. Ça, c'est ce qui s'est mis en place petit à petit, mais là, les gens qui viennent à ces reconstitutions, eux, ils viennent avec leur mémoire étouffés, etc. Et avant que les choses commencent, par exemple, ils vont aux endroits où va être faite la reconstitution, avec un drapeau républicain, avec la famille, encore une fois, qui se met en place, qui se prend en photo à cet endroit-là où est mort l'oncle, le grand-père. Après, ils s'en vont, ou ils regardent la bataille, ça dépend des gens. Et voilà, tout ça est parasité par cette mémoire étouffée, cette mémoire oubliés et qui viennent en contradiction et qui parfois, malheureusement, finit par s'agréger à la mémoire officielle. Ça aussi, c'est très intéressant de voir comment, avec le temps, la revendication contre la mémoire officielle finit par être étouffée un peu par cette neutralisation, et les gens ont un pied dedans et un pied dehors, un pied dans le consensus, un pied dans la revendication. Pour une autre raison aussi, c'est qu'en 40 ans, les gens ont dû vivre. Et voilà, ma cousine est mariée avec le fils de celui qui a des sons, dont c'est mon oncle, etc. Et donc il y a quelque chose là qui se joue aussi, et qu'on est obligé de traiter, etc., des histoires familiales, qui expliquent aussi le silence. Le silence n'est pas, et majoritairement par l'imposition de la chape de plomb, mais il y a aussi l'idée qu'avec la vie, ensuite, le silence est imposé par le fait que, voilà, si on parlait de tout, on ne pourrait plus se parler aussi. Merci Dominique. Il y aurait beaucoup à... Voilà. On n'en a plus que deux, c'est un cas seul. Je vais demander à Florence Belmonte, elle a ouvert ce banquet, c'est un rôle un peu compliqué. Depuis, il y a eu l'intervention d'Alphonse, il y a eu le film hier soir, il y a eu tout ce qui vient d'être dit. Très simplement, qu'est-ce que vous ajouteriez là ? Je vais prendre ce micro parce qu'on me l'a recommandé. Oui, je vais simplement rebondir et répondre à une question qui m'a été posée hier après la conférence d'une personne qui m'a dit j'aurais aimé entendre parler du sort des enfants disparus, parce qu'il y a assez récemment, on a entendu que très tardivement, sous le franquisme, des enfants avaient été enlevés à leurs parents et donnés à des familles franquistes. J'ai toujours du mal à dire, parce que j'ai toujours l'impression de dire un gros mot. Donc, la difficulté, c'est d'associer famille. Voilà, la difficulté, c'est d'associer famille et franquiste, c'est ça. Voilà. La question du traitement des enfants, c'est une question qui est beaucoup plus profonde, si je peux me permettre, qu'un cas ou 10 ou 20 cas de disparition ou plus d'enfants. C'est quelque chose qui a fait partie de la politique de destruction après la guerre, pendant la guerre et après la guerre, de la politique de destruction et de vengeance de la part des franquistes contre les républicains et leurs descendants. Et c'est une question, la question des enfants, qui montre à quel point la profondeur de ce désir de vengeance et aussi la profondeur du mépris social pour le camp des vaincus. Parce qu'on s'est servi des enfants comme d'une arme pour détruire les vaincus, pour les détruire dans leur chair.
Et je vais donner quelques exemples qui sont un petit peu difficiles à dire sur le plan humain et un peu à entendre. D'abord, il y a eu, c'est une manie, je vais remonter à la guerre civile. Il faut. Donc, pendant la guerre, il y a évidemment, les enfants ont été exposés au bombardement. Il y a eu déjà les enfants que des républicains ont été obligés d'évacuer, et dont ils ont été obligés de se séparer pour les protéger, et allant même jusqu'à les faire monter dans des trains pour qu'ils partent en Union soviétique, et préférant ça au sort qui allait leur être réservé en Espagne, et ils avaient raison. Voilà. Alors, évidemment, la propagande franquiste n'a pas vu ça comme je le vois moi, comme le désir de protéger son enfant des pires horreurs, à commencer par voir la mort de ses propres parents. Mais en a profité pour dire, regardez, ils sont tellement inhumains, ils sont la représentation du mal et l'incarnation du mal et du diable sur Terre, ils sont capables d'envoyer leurs enfants dans l'enfer communiste. Voilà, bon, donc déjà il y a ça. Et ensuite, à la fin de la guerre, il y a eu énormément d'orphelins. Il y a eu beaucoup de femmes républicaines emprisonnées, certaines étaient enceintes. Donc déjà là, il y a eu des femmes qui ont mis au monde des enfants qui leur ont été volés. Certaines on les gardées jusqu'à ce qu'on ait terminé de les allaiter, puis ensuite on en était séparés. Là, les enfants ont été soit confiés et donnés définitivement à des familles franquistes, soit ils ont été placés dans des orphelinats. Et là se met en place une structure d'encadrement et d'endoctrinement de ces enfants, qui est une double structure, parce que le franquisme a eu deux structures de socialisation et d'endoctrinement des enfants et des femmes, parce que les enfants et les femmes, ce sont les pièces de rechange de la société. Donc il faut avoir le souci de les former sur le plan idéologique pour être sûr qu'ils n'aillent pas faire autre chose que ce que l'on attend d'eux. Donc les deux structures, c'est le parti unique, et c'était l'Église catholique dans sa version intégriste, c'était celle qui a soutenu le régime du franquisme. Et donc à l'intérieur du parti unique, il y avait une structure féminine qui s'appelait Section Femenina, et Section Femenina avait une sous-structure qui s'appelait Auxilio Social. Voilà. Et dans Auxilio Social, on s'est occupé d'élever, entre guillemets, en tout cas de nourrir et de loger ces enfants, mais dans des conditions de violence extrême et de misère souvent. Enfin, ils n'étaient pas bien soignés. Et surtout, il était très important de les endoctriner. Et on a des témoignages d'enfants auxquels on a appris à haïr leurs parents. Et on avait la cruauté, une fois par an, d'amener les enfants des prisonnières voir leur mère à la prison, pour que les enfants voient dans quel état était leur mère, qui était leur mère, évidemment des mères qui étaient dans des situations catastrophiques, et aussi pour que les mères aient la douleur de voir que leurs enfants étaient élevés par des ennemis, et des ennemis idéologiques qui étaient en train de les endoctriner. Voilà. Donc il y a tout ce cadre-là. Et puis ensuite, il y a eu effectivement les vols d'enfants, et des vols d'enfants qui se sont prolongés très très tard sous le franquisme. Et là, il semblerait, en tout cas pour ceux que je connais moi, il semblerait que ce soit surtout les secteurs religieux, les religieuses qui se soient rendues coupables, il faut dire le terme, de ce genre d'action, en volant des enfants à la naissance, à la maternité, à des familles qui, cette fois, étaient peut-être des familles d'enfants républicains, mais c'est surtout, quand on voit les témoignages, ce sont des familles de gens pauvres. Et le pauvre, dans cette culture, n'a aucun prix. Son enfant n'a de prix que s'il est donné en cadeau à une famille puissante, riche et arrogante.
Et donc, voilà, alors les modalités sont épouvantables. Souvent, ce sont des couples très très jeunes qui ont été victimes de ces vols et de cette violence. Et on disait à la jeune femme que l'enfant était décédé à la naissance. Donc on l'a trompée sur l'issue de son accouchement. Et ensuite, on leur rendait un cercueil, voilà, qui était vide ou bon, qui donnait l'impression qu'il y avait un corps. Et donc, ils ont été amenés à faire une cérémonie qui était, sans le savoir, un simulacre. Et les enfants ont disparu comme ça. Et ce sont, je le répète, des gens des secteurs religieux qui se sont essentiellement rendus coupables de ce genre de choses. Voilà. Mais ce qui est important, je crois, au-delà de la souffrance énorme que ça représente pour ces familles et pour les enfants qui ont découvert ça par la suite, c'est que ça fait comprendre la profondeur immense du mépris de ces gens pour le peuple, qui s'est rendu à leurs yeux coupable d'avoir demandé plus de justice sociale. Voilà. Merci Florence. C'est toujours un peu compliqué ici d'entendre dire du mal des bonnes sœurs, vous savez, mais enfin bon, tant pis. Tant pis. Georges, tu iras juste réagir là-dessus, et après, oui, juste un petit mot pour la littérature. Oui, j'ai trouvé très intéressant tout ce que tu viens de dire. Je voudrais ajouter que on est au courant de cela grâce au travail de 2 historiens catalans que certainement je ne peux pas citer les noms, je les ai oubliés, mais il y a eu d'abord un travail télévisuel, un documentaire, qui a été ensuite transformé en livre, qui s'appelle Los Niños Perdidos del Franquismo, Os Nens Perdidos del Franquismo. Vignas, ils sont 2. Bon, Alphonse, qui a une mémoire absolument fabuleuse, nous dira ça tout à l'heure. Vignas et Armengo. Voilà, Los Niños Perdidos del Franquismo. Et donc ce sont ces travaux qui ont révélé cette ignominie absolument totale. Et ce que je voulais ajouter, c'est que cette saloperie infâme était fondée en théorie sur des travaux scientifiques, alors mettez de gros guillemets à scientifiques, d'une espèce d'illuminé qui était médecin, je crois, qui s'appelle Vallejo Nájera, qui répandait la thèse selon laquelle les enfants républicains étaient atteints d'une espèce une espèce de gène du mal qui pouvait se transmettre de père et mère en fils, et que donc enlever les enfants, les voler, les confier à d'autres familles, c'était les protéger de la propagation de ce mal. Donc c'est assez hallucinant, parce qu'on est assez près de certaines théories aussi qui ont sévi chez les nazis et qui ont justifié les pratiques médicales absolument insensées dans les camps de concentration. Je peux 2 petites minutes encore, simplement pour dire qu'il y a un texte littéraire qui s'est emparé de cette problématique-là. Il s'agit d'un roman qui s'intitule Mala gente que camina, qui est d'un certain Benjamín Prado. Le roman n'a pas en Espagne le crédit qu'à mon avis il mérite. On le trouve un peu maladroit. Moi, je le trouve en tout état de cause fort intéressant, parce qu'il traite de cette problématique-là, et qu'il la traite sous la forme d'une enquête littéraire, puisque le personnage principal est un enseignant de lettres qui cherche à comprendre des choses, vérifier l'existence d'une écrivaine des temps anciens, et qui, par cette enquête littéraire, va tomber sur cette problématique-là et la mettre à jour. Donc c'est une façon sans doute fort intéressante et relativement aisée, parce que le livre est quand même très, très documenté sur ces aspects historiques, d'accéder à cette problématique-là. Voilà. Benjamín Prado, Mala gente que camina, est de 2006. Georges, on va rester avec toi, si tu veux bien, pour revenir sur la littérature, c'est-à-dire, on a vu parfaitement le paysage historique. Maintenant, quel est le paysage littéraire qui l'a accompagné,
C'est-à-dire depuis la mort de Franco, qu'est-ce qui... D'abord, quand Franco est mort, quel était le paysage de la littérature espagnole? À la fin, je vais dire en 2 minutes, tu vois, mais bon, quelle était la littérature espagnole, et puis comment elle a accompagné ce mouvement, et surtout dans les dernières années, c'est là où on arrive vraiment au cœur du problème. On voit bien, on a compris hier que la littérature pouvait aussi servir la confusion, que la fiction pouvait rajouter de la confusion à la perception de ces questions-là. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui, et 2 mots sur le vrai débat qu'il y a en ce moment littéraire en Espagne sur cette question de la mémoire historique. Non. Oui, je vais essayer, hein, mais alors c'est vraiment de façon très très schématique, voire simpliste, et pardonnez-moi d'avance parce que c'est un vrai défi. Mais au moins ça permettrait peut-être de concevoir que la littérature de la mémoire n'a pas surgi comme ça ex nihilo à partir des années 2000 avec par exemple... je cite exprès, toujours dans la perspective de taquiner Alphonse, parce que comme il va intervenir cet après-midi, je pense qu'il va se mettre en colère. C'est pas Soldados de Salamina, paru en 2001, qui marque le début de la littérature de la mémoire. Soldados de Salamina de Javier Cercas, c'est certainement un roman de la mémoire, un roman, à mon sens, réussi du point de vue de la facture, mais assez ambigu, pour ne pas dire trouble, du point de vue du contenu idéologique. Vous serez peut-être surpris de penser que, enfin, de constater que je considère Soldados de Salamina comme un roman relativement réactionnaire, malgré la figure du résistant républicain que l'on retrouve dans la 3e partie. En tout cas, ce qu'il faudrait peut-être effacer comme idée, c'est que le roman de la mémoire naît avec ce roman-là de Javier Cercas et que rien ne s'est passé avant. Ça, ce serait une vision absolument erronée, parce que bien des choses se passent auparavant, qui peuvent avoir un rapport direct ou indirect avec les problématiques de la mémoire, mais le roman dans son ensemble, le roman historique, le roman de la mémoire, n'a pas attendu Javier Cercas pour exister. Et c'est ce qu'on pourrait essayer de montrer, bon, d'une façon effectivement simpliste, mais l'histoire littéraire nous apprend que, par exemple, après la guerre civile, l'évolution de la littérature se fait par phase décennale. Il y a les années 40, qui sont les années du tremendisme avec Cela et Nada de Carmen Laforet. Voilà, il y a les années 50 qui sont les années du réalisme social, il y a les années 60 qui sont les années du réalisme, de l'expérimentalisme, etc. Bon, c'est une façon un peu simple de voir les choses, mais qui permet au moins de placer un certain nombre de textes comme point de repère. Et moi, je serais assez tenté de faire ça à partir de la mort de Franco. C'est-à-dire de dire que, bon, la mort de Franco, 75, alors, est-ce qu'on attend des grands textes au moment de la mort de Franco? Ben, pas forcément, c'est-à-dire que certaines choses ont eu lieu un petit peu avant. On peut citer, je crois, pour rendre hommage à la traduction de Delibes chez Verdier, on peut citer Cinco Horas con Mario, qui est de 66, qui est la reconstitution d'une conscience pleine de culpabilité, celle de Mario, et puis le discours de sa femme, qui est un discours de rancœur, de misère morale, représentatif sans doute d'une classe sociale. Là, on est en 66, Franco n'est pas encore mort, et pourtant ce texte est là et s'empare de problématiques qui sont des problématiques sociales et historiques à la fois. On pourrait citer aussi un texte de 69 qui est San Camilo 1936 de Camilo José Cela, qui est la reconstitution du Madrid universitaire, populaire en juillet 36, avec un regard sur le déclenchement des hostilités qui est presque une espèce de labyrinthe festif. Voilà, on est quelques années avant la mort de Franco, donc la mort de Franco ne déclenche pas véritablement des productions textuelles, les grands textes paraissent avant, pendant, après, etc. Mais en tout cas, on peut s'en servir comme d'un point de repère un petit peu symbolique, qui va aussi, sur le plan littéraire, marquer une certaine inflexion, ces milieux des années 75.
une certaine inflexion par rapport à ce courant expérimentaliste qui présidait auparavant. Les historiens de la littérature espagnole ont coutume de dire que à partir de 1975, il y a une sorte de retour au récit. Il y a ce qu'ils appellent la renarrativisation, qui est un mot un peu difficile à prononcer. Renarrativisation, ça veut dire retour au récit, retour aussi au plaisir de raconter des histoires. Et là, il y a quelques textes qui peuvent servir de point de repère. Le premier d'entre eux, me semble-t-il, serait Si te dicen que caí de Juan Marsé, ce qui permet de citer un grand écrivain, tout court, mais bien sûr un grand écrivain de la mémoire aussi. Si te dicen que caí paraît en 73, mais au Mexique, parce que la censure l'interdit en Espagne. Et c'est un texte très intéressant parce que c'est un retour à l'enfance, comme on le disait hier, hein, c'est un texte qui évoque les enfances à Barcelone, et qui en même temps se nourrit un petit peu des traits narratifs expérimentaux qui ont été à l'usage au cours des années 60. On peut citer aussi, me semble-t-il, La verdad sobre el caso Savolta, qui est de Eduardo Mendoza, qui paraît en 75, qui est un texte intéressant parce que c'est une espèce de fusion, de mélange de plusieurs genres littéraires différents. C'est à la fois un roman historique, un roman d'aventure, un roman policier. Et justement, c'est intéressant de voir qu'il y a ces constituants-là, parce que l'un des facteurs ou des ingrédients importants de cette fameuse renarrativisation des années 75, c'est la récupération de certains genres qui n'ont jamais abandonné la question du plaisir du récit, et en particulier du roman policier. Et je dis ça parce que ça me permet de citer un auteur qui m'est extrêmement cher. Vous savez peut-être, j'ai beaucoup travaillé sur et traduit Manuel Vázquez Montalbán, et donc je voudrais citer aussi un texte qui probablement est moins spectaculaire que Si te dicen que caí ou La verdad sobre el caso Savolta, mais qui est Tatuaje. Tatuaje, qui est un texte de 1974, novembre 1974, donc juste un an avant la mort de Franco, et qui marque en quelque sorte l'apparition en Espagne du genre policier qui pratiquement n'existait pas auparavant, à quelques toutes petites restrictions près. Tatuaje est un texte intéressant parce que c'est effectivement une enquête policière menée par Pepe Carballo, qui va s'intéresser aux problématiques de la répression policière et qui va utiliser une espèce de moyen d'écriture crypté pour parler de la répression policière franquiste, qui consiste à déplacer l'enquête de l'Espagne sur les Pays-Bas. Mais bien sûr, il y a un certain nombre d'indices dans le texte qui permettent de comprendre que cette observation de la répression policière aux Pays-Bas, c'est en fait à transposer sur l'Espagne. Voilà. Donc on a peut-être là une dizaine d'années pendant lesquelles surgissent toute une série de textes intéressants pendant une période, si on veut bien accepter, hein, qui est celle de la transition démocratique. C'est-à-dire qui est celle de la mise en place d'une politique de réconciliation, la mise en place de ce fameux consensus dont Florence a magnifiquement parlé hier, avec la loi d'amnistie, qui est une loi d'amnésie pour certains. Justement, Montalbán a proposé l'appellation Pacto del Silencio, ou Pacto del Olvido. Hein, tout ça est présent pendant cette décennie-là. Et les textes littéraires se situent un petit peu en marge de ça. Il y a peut-être une attitude un petit peu attentiste. La décennie suivante serait la décennie 85-95, si on accepte de faire une césure là, hein, mais je crois que c'est pas inintéressant, y compris d'un point de vue historique, parce que on est en fin de transition. On marque une des dates symboliques de la fin de la transition, c'est 82 parce que c'est l'accès des socialistes au pouvoir, mais très tôt on s'aperçoit que les socialistes... Il faut que je m'arrête. Non, pas du tout. Je voulais te poser une question précisément sur cette période-là, anecdotique, mais bon, ce qu'on a appelé la Movida, ici, on a tout le monde, hein, ça n'a rien produit en littérature. Non, pas que je sache. La Movida est un Alphonse et Victor, qui est à côté de lui, en parlaient hier en aparté, mais je pense qu'ils en parleront peut-être
mieux cet après-midi. La movida, c'est un peu un épiphénomène culturel, très promu par Tierno Galván, qui a peut-être plus d'écho en France qu'en Espagne d'ailleurs, qui probablement n'a pour icône, je ne sais pas si unique, mais vraiment principale, le cinéaste Almodóvar. La movida, c'est essentiellement du cinéma et de la musique, mais bon, je laisse mes amis espagnols peut-être en parler plus savamment que moi, mais je pense que sur le plan littéraire, Almodóvar a écrit un texte, un roman, mais j'ai un peu oublié ce que c'est. Mais je crois que sur le plan littéraire, non, ça produit rien. Hein, ça ne produit rien. Voilà, et puis c'est une période très très courte. C'est aussi l'action volontariste de Tierno Galván, maire socialiste de Madrid. C'est un peu un épiphénomène culturellement, me semble-t-il. Non, je vous disais que quand on s'est mis à en parler beaucoup en France, elle était déjà finie en Espagne. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Oui, j'en étais à 85. Les socialistes au pouvoir depuis 3 ans et dans la société civile émerge la conscience que les socialistes ne vont pas s'emparer des problématiques de la mémoire. Et donc il y a quelque chose qui porte un nom qui est quasiment un concept opératoire, c'est le desengaño. Il y a eu un desengaño sur 77-78, voilà. Et il y a un desengaño post-82, oui, le désenchantement, c'est ça. Hein. Parce qu'il y a à ce moment-là prise de conscience du coût réel du consensus et donc cette notion de desengaño va s'emparer de la société. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il y a une littérature qui est liée à ça? Je me pose la question, hein, je n'ai pas de certitude et de conviction absolue, mais j'ai eu l'occasion de travailler sur un certain nombre de textes qui naissent à cette période-là. Je vous les cite un peu en vrac. El Caldero de Oro de José María Merino, El Ángel Triste de Carlos Pérez Merinero, Beatusile de Antonio Muñoz Molina, La Lluvia María de Julio Llamazares, et puis peut-être un petit peu plus tardif, Ese Cadáver de Rafael Torres, plus tardif encore, El Lápiz del Carpintero de Manuel Rivas, plus tardif encore, La Noche Immóvil d'Alphonse Cervera. Et j'ai gardé pour la fin, parce que c'est un texte qui me semble vraiment fondamental, de Julio Llamazares, que j'ai cité déjà, Luna de Lobos, qui est de 85. Je crois que si la littérature de la mémoire naît à un moment précis, c'est là. C'est en 85, avec Luna de Lobos, et puis avec tous les textes que je viens de citer, qui ont un point... Je ne vais pas, bien sûr, parler de chacun, parce que ça prendrait du temps, beaucoup plus de temps que je n'en prends déjà, et j'ai l'impression d'abuser. Mais tous ces textes ont en commun quelque chose qui m'a fasciné à un moment. J'ai fait un petit travail que j'ai publié. Luna de Lobos, c'est Lune de loup, hein, 85 de... Oui, publié chez Verdier, bien sûr, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. C'était une forme d'hommage. Traduit par Raphaël Carrasco et Rudy Cholet, si ma mémoire est bonne. Ces textes ont en commun quelque chose qui m'a fasciné, qui est qu'ils sont tous énoncés par la voix d'un narrateur qui est mort. Tous ces textes ont quelque chose qu'on pourrait appeler un narrateur d'outre-tombe. C'est le cas en particulier pour Lune de loup. Alors je dis quand même en 2 mots. Lune de loup, c'est un roman en 4 parties qui raconte l'épopée de 4 maquisards sur une période assez longue, puisqu'il y a 4 phases historiques différentes. Il y a 37, je crois, 39, 43 et 47, peut-être, je ne sais plus trop. Avec donc 4 maquisards, et à la fin de chacune des parties, il y a un des maquisards qui meurt, qui disparaît. Et donc le texte se prolonge jusqu'à son dénouement, avec le dernier des maquisards, qui est celui qui raconte l'histoire, qui s'appelle Ángel, qui est instituteur dans son village.
Angel est d'ailleurs le nom du protagoniste, sans doute narrateur aussi en partie de Maki, d'Alphonse Cervera. Donc il y a des liens quand même intéressants. Et à la toute fin du roman, après bien des péripéties, et donc la disparition des trois autres maquisards, on a notre Angel qui, après avoir longtemps séjourné dans un troul, dans une planque, pour se cacher de la répression, parvient à monter dans un train, s'y installe, et puis semble gagné par une espèce d'engourdissement terrible. C'est l'hiver, il fait froid, il y a de la neige partout, et la dernière phrase du roman, c'est, alors que le train démarre et l'emporte, la dernière phrase du roman, c'est « Solo había nieve dentro y fuera de mis ojos ». Il n'y avait plus que de la neige à l'intérieur et à l'extérieur de mes yeux. Et ce personnage, donc, est complètement gelé, envahi par la neige, et par cela se confond avec ce paysage glacé. Et donc, on peut penser, ça peut rester un débat, mais on peut penser qu'il meurt au moment de la délivrance. Et voilà. Et tous les textes que j'ai cités ont, d'une façon ou d'une autre, une voix d'outre-tombe. Hein, une voix d'outre-tombe, comme s'il était impossible de parler ailleurs que depuis l'outre-tombe. Dans chacun des textes, il y a une problématique qui est en rapport, bien sûr, avec le franquisme, ou l'héritage du franquisme, ou la répression du franquisme, de façon très très différente selon les textes. Mais bon, Alphonse pourra parler cet après-midi de la Noche Immobile, par exemple, où le vieux Félix est en train de passer de vie à trépas et revoit tous les événements anciens qui ont fait sa vie. Tous ces textes disent qu'on ne peut pas, peut-être à cette époque-là, parler des choses de la mémoire autrement que depuis une réalité qui n'est pas la réalité tangible et sociale, historique que l'on constate, mais depuis autre chose. Donc ça, ce serait une deuxième décennie pour voir un petit peu comment les choses s'organisent. Mais donc, je pense que si le roman de la mémoire naît, il naît avec Lune de loup en 85. La troisième décennie serait donc celle qui concerne les années 95-96, accès du Partido Popular au pouvoir, jusqu'à 2004. C'est la période pendant laquelle le parti de Aznar est au pouvoir, avec, ça a été dit hier très bien, une vague mémorielle, la création de l'association pour la récupération de la mémoire historique, et la mémoire comme une arme de combat politique. Il y a sans doute là aussi toute une floraison de textes que l'on pourrait évoquer. J'avais la liste quelque part, je sais pas si elle est là. Non, elle est là. Il y a, oui, des textes... Ah tiens, j'ai oublié de citer Montalbán et le pianiste, mais bon, peu importe. Il y a toute une floraison de textes. Je pense qu'à ce moment-là, effectivement, il y a un véritable courant littéraire. La mémoire se convertit en un courant littéraire important, avec des noms qui sont tous plus ou moins estimables du point de vue littéraire, et puis avec parfois des différences idéologiques assez importantes, mais je pense qu'on a tous eu un regard sur non seulement Liama Fares, mais aussi sur Cervera, avec ce fameux cycle de la mémoire, qui est la deuxième grande étape. Ce qui est intéressant peut-être de dire, c'est que Lune de loup est le premier roman de la mémoire, mais qu'à ce moment-là, il ne fait pas véritablement école. Par contre, quand on arrive au tournant des années 90, et en particulier avec le cycle de la mémoire de Cervera, à ce moment-là, il y a une véritable éclosion qui se fait. On peut dire que Alphonse, avec son maquis, a fait plus école que ne l'a fait Julio Liama Fares. Mais c'est parce que, effectivement, le contexte, l'arrière-plan politique que tu évoquais hier, et donc je rappelle la présence du PP au pouvoir, favorise effectivement ce surinvestissement sur une récupération beaucoup plus personnelle, intime et éventuellement littéraire, hein, qui s'oppose de façon efficace à l'histoire officielle. Ça va donc durer jusqu'au tournant des années 2004 et au retour du Parti socialiste au pouvoir à la suite des événements
de mars 2004, l'arrivée de Zapatero et l'émergence sans doute d'une nouvelle politique mémorielle qui fait que peut-être à partir du milieu des années 2000, la littérature de la mémoire est moins une urgence qu'elle était auparavant et on voit surgir d'autres courants littéraires. Je crois qu'Alphonse a cité hier la littérature del mal, avec un écrivain comme Menéndez Salmón, par exemple. Il y a eu effectivement une effervescence vraiment importante pendant les années précédentes. On pourrait citer, je ne sais pas, Dulce Chacón, par exemple, qui a eu un grand succès, ou Ángeles Castro. Et donc, au milieu des années 2000, la littérature de la mémoire perd un petit peu de sa vigueur et d'autres courants surgissent. Voilà. Georges, on va conclure, mais ce que je voudrais, c'est qu'on ouvre sur la rencontre de cet après-midi. À 15h, donc, on va retrouver Alphonse Cervera, Victor Del Árbol et Kiko Herrero. Est-ce qu'en 2 phrases, on peut dire ce dont on va parler? C'est en gros... Non, moi, je ne sais pas. Mais si. J'ai tendu beaucoup de perches à Alphonse pour qu'il les saisisse. Non, parce que ça fait... Par contre, ce qui me gêne, c'est de ne pas avoir eu l'occasion de parler de Cercas. Parce que ça le met vraiment en colère. C'est pour ça, non, mais ne serait-ce que, sérieusement, depuis hier, dès qu'on prononce le nom de Javier Cercas, qui est quand même très connu en France, ou d'Andrés Trapiello, qui est très connu, tout le monde rigole. Moi, j'en parle pas. Trapiello, il n'en parle pas. Non. Mais, Cercas, je veux bien passer alors, en 2 mots, qu'est-ce qui se joue dans cette querelle-là, dont on va parler sérieusement cet après-midi? Dans quelle querelle? Non, je sais pas. Il y a 2 écrivains qui sont quand même. Je vous demande pardon, je ne connais pas Kiko Herrero. C'est un écrivain que je n'ai pas lu, donc je ne peux pas en parler. Par contre, je crois bien connaître Alphonse et bien connaître aussi Victor. Ce sont 2 écrivains assez différents, justement dans leur rapport à l'histoire, non, à l'information historique, au contenu historique. Les romans d'Alphonse, l'histoire est un arrière-plan. C'est très difficile par exemple, il faut faire un vrai travail de repérage quand on lit Maquis pour situer dans une chronologie historique le déroulement des événements. Son écriture la composition des romans est une composition assez fragmentaire. Hein, vous avez pu voir sans doute que il écrit par séquences courtes, avec des changements de voix, des changements de personnages. Et on se dit, tiens, mais ça se passe à quel moment? Ça se passe 4 ans après la séquence suivante, et on est toujours un peu perdu parce que l'histoire est vraiment comme une toile de fond qui semble être vécue de l'intérieur par les personnages. Alors que Victor apporte une information historique, contextuelle, qui est vraiment très très forte. Millón de Gotas, c'est absolument impressionnant du point de vue de la construction et de la façon dont les déterminismes historiques antérieurs vont influer, modifier, orienter les évolutions des personnages. Et si on lit la Tristeza del Samurai, qui est sans doute son livre le plus connu en France, c'est très impressionnant de voir aussi comment les conflits franquistes déterminent la conduite des personnages au présent. Donc c'est deux manières différentes de se situer par rapport à l'histoire, c'est-à-dire d'utiliser l'histoire comme matériau littéraire. Voilà, je pense que ça peut être l'objet d'une vraie discussion entre eux. Mais j'espère qu'il n'y aura pas querelle. Dominique, tu veux peut-être rajouter quelque chose là-dessus? Non, là-dessus, je veux simplement dire que, bon, il faut le dire clairement, ce qu'a écrit Cercas sur la question de la mémoire historique fait polémique et interroge beaucoup, quoi. Alors, je ne suis pas dans les querelles entre écrivains, mais c'est sûr que son dernier roman, qui n'est pas un roman d'ailleurs, qui est son dernier écrit, qui s'appelle El Impostor, porte sur une imposture effective, qui est une personne qui s'est fait passer pour un interné du camp de Mauthausen et qui a réussi à devenir président de l'association des internés du camp de Mauthausen. Et le travail de Cercas a été de
de prendre ce personnage, qui est un personnage réel, d'abord, il dit avoir été choqué, etc., comme tout le monde, mais ce qui est très gênant dans son roman, c'est que son empathie que tout être humain peut avoir pour tout autre être humain va jusqu'au point où, à mon avis, il dépasse les limites, c'est-à-dire ça devient aussi une empathie idéologique et politique. C'est-à-dire on finit par dire, ce que je disais tout à l'heure, finalement, pas vraiment une apologie, mais finalement, les circonstances font, nous sommes tous pris par le mensonge, nous sommes tous pris par la fiction, et ça c'est important aussi, et on voit l'auteur, non pas du roman, mais de l'ouvrage, qui ne se présente pas comme une fiction, mais qui essaie de rendre hommage à toute la part de fiction qu'il y a chez tout être humain, son empathie finit par dire, mais finalement, tous ceux qui veulent récupérer la mémoire historique sont à la même enseigne, tout n'est que mensonge, c'est ça qui vraiment est choquant, dans ce roman, outre un peu les grandes envolées psychologico-philosophiques qu'il vaut mieux être psychologue et philosophe pour les faire. Voilà, mais ça c'est autre chose. Mais c'est vrai, il y a cette sorte là je crois vraiment qu'il y a la réhabilitation de tous ceux qui se sont mis à la faute à un certain moment de leur vie pour dire nous sommes tous victimes de cette mise à la faute. Et c'est ça qui est inacceptable et qui, à mon avis, fait problème dans le roman, dans le gros livre de Cercas. Et la question, c'est qui est l'imposteur, quoi. C'est son personnage ou c'est Cercas lui-même. Voilà. Merci Dominique. J'arrivais pas à faire dire les choses clairement, là c'est fait. Et je suis au moins sûr d'une chose, c'est que autant Alphonse Cervera que Victor Del Árbol cet après-midi vont les dire encore plus clairement, ça c'est sûr. Voilà, merci à vous trois, merci beaucoup et on se retrouve donc à 15h.